Donc du fait de ta forte implication dans ces rapports GIEC, notamment dans le sixième cycle, qu'est-ce que ça a changé pour toi en tant que scientifique et en tant que citoyen? La première chose que je voudrais dire, c'est que déjà c'est un honneur d'être un auteur principal du GIEC. Et puis le fait d'être auteur permet d'avoir une vision en fait holistique ou systémique de l'ensemble des enjeux. Et je dois avouer que cette vision systémique, je ne l'avais pas, parce qu'en fait on est expert d'un petit nombre de processus ou d'une petite partie de certains phénomènes du système climatique. Cette vision holistique, pour moi, c'est une claque. J'ai pris une claque parce que j'ai pris conscience du caractère un peu vertigineux des enjeux. Et donc après l'approbation du rapport du GIEC, auquel j'ai eu l'honneur de nouveau de participer, j'ai décidé d'essayer d'assurer ce que j'appelle le service après-vente. Service après-vente du GIEC, des résultats du GIEC, c'est-à-dire porter ces faits scientifiques auprès du public, le plus large possible, avec un focus particulier me concernant auprès des politiques et puis auprès aussi des médias, puisque les médias ont un rôle considérable dans ce qu'on appelle la littératie climatique, c'est-à-dire cette idée d'être conscient des causes et des conséquences et des risques liés au changement climatique. Et les médias peuvent embarquer la société vers des modes de vie bas carbone, en mettant l'accent ou en accompagnant les leviers de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ou à l'inverse, peuvent les freiner par certains discours. Donc les médias ont un rôle considérable et dans ce cadre-là, j'ai essayé, via des formations auprès des grandes rédactions médiatiques, et puis aussi via la création d'un nouveau journal, dans ce qu'on appelle le journal de la météo du climat, qui a consisté à faire évoluer le bulletin météo classique, qui n'avait pas changé depuis 30 ans, en insérant les enjeux climatiques. Donc il s'agit maintenant de parler de la météo dans le contexte d'un climat qui change. On ne peut plus parler de la météo comme avant, puisqu'aujourd'hui on vit, on expérimente, on perçoit les effets du changement climatique. Donc j'ai eu cette volonté en fait de participer à, donc de transmettre des connaissances via des formations, via les médias. Et puis également de participer à certaines évaluations aussi qui aident en fait à la prise de décision, en particulier sur certains projets ou certains plans, par exemple le plan d'adaptation au changement climatique qui est piloté par le ministère de l'écologie. Donc voilà, essayer de fournir les éléments scientifiques pour avoir une décision, pour aider à la décision, pour qu'elle devienne la plus objective et la plus transparente possible et basée sur les faits scientifiques. Que ce ne sont pas des pensées magiques comme c'est souvent. Quels sont les obstacles qu'il faut lever? Alors les obstacles, ils sont vraiment de plusieurs natures. Le premier, c'est quand même le cynisme. Le cynisme de la part de certains politiques et de la part de décideurs. Et puis ensuite, il y a une liste d'obstacles qui sont, ou de freins que l'on peut lever en essayant de lutter contre ce qu'on appelle le déficit de littératie climatique. C'est le fait de ne pas être conscient du changement climatique, de ses causes, de ses conséquences et de ses risques systémiques. Donc là, il y a des enjeux d'éducation et des enjeux de formation. Un autre obstacle repose sur le fait que la perception d'urgence à agir n'est pas forcément présente. Et ça se traduit par une absence d'anticipation de la planification, en particulier chez les politiques, chez les décideurs, avec des objectifs qui sont très lointains, qui sont sans jalon, et qui ne permettent pas d'assurer une trajectoire vers la cible, vers cet objectif-là. Parmi les obstacles, il y a ce qu'on appelle les effets de verrouillage aussi. C'est des choix, des décisions qui ont été prises il y a quelques années et qui en fait sont telles qu'on ne peut plus sortir de ces choix parce que, par exemple, la construction de certaines infrastructures, les infrastructures routières, qui sont telles que pendant 40 ans, 50 ans, on va utiliser ces autoroutes ou ces infrastructures routières alors que leur développement, ce type de mobilité est incompatible avec une transformation vers des modes de vie bas carbone. D'autres obstacles qui sont très durs à lever, sur lesquels il faut lutter, c'est les rapports de force entre l'intérêt général et les intérêts particuliers, les intérêts privés. Et en particulier certains privilèges. Donc on voit ici le poids de certains lobbies
qui sont telles qu'ils agissent pour maintenir le statu quo, pour préserver leurs privilèges, et donc font tout pour freiner les actions qui doivent être prises pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et puis ensuite, on est dans un cadre général. On est dans le cadre général de désinformation sur le climat, dans une atmosphère de post-vérité. Donc là, le rôle des médias, le rôle des réseaux sociaux est absolument important, et c'est très difficile de lutter contre des faits scientifiques qui sont mis au même niveau que des opinions et qui sont en fait manipulés. Et aujourd'hui, on doit lutter contre des discours populistes qui deviennent de plus en plus prégnants. Et déconstruire ou lutter contre ces discours populistes est très compliqué, parce que les faits scientifiques ne sont plus niés, mais ils sont manipulés et ils sont utilisés, ils sont détournés pour essayer de faire croire que les solutions qui visent à diminuer les émissions de gaz à effet de serre, et donc vers des modes de vie bas carbone, seraient plus délétères, seraient plus graves que les conséquences du changement climatique elles-mêmes. Donc en fait, les scientifiques sont manipulés dans cette histoire, et donc la communication est très compliquée, et il est important aujourd'hui d'avoir dans notre communauté, une communauté des chercheurs et des chercheuses en sciences du climat au sens large, d'avoir une réflexion sur notre communication dans ce cadre-là, dans ce cadre de discours populiste, dans ce cadre de post-vérité qui se met en place. D'accord. Dernier obstacle peut-être, c'est l'émergence de ce qu'on appelle le climato-rassurisme. Alors, le climato-scepticisme aujourd'hui, hardcore ou des années 2010, on peut dire qu'il est désuet, il est mort. On vit le changement climatique dans nos chairs, donc le fait que le climat change aujourd'hui n'est plus questionné. L'origine humaine du réchauffement climatique est questionnée en tant que telle, mais le fait que le climat change n'est plus questionné. Par contre, le problème n'est plus nié, mais il est minoré. Donc on rassure en disant qu'on a du temps pour mettre en place les actions, les politiques publiques pour lutter contre le changement climatique. Alors qu'on voit que l'urgence climatique, elle est dictée par les lois de la physique. Chaque tonne de CO2 contribue à un réchauffement supplémentaire. Donc toute politique publique aujourd'hui, ou toute politique ratée, contribue à un réchauffement additionnel, contribue à des risques additionnels, contribue à des morts, contribue à des souffrances, etc. etc. Donc ce climato-rassurisme ambiant est très présent. Si je résume les enjeux liés au changement climatique, en fait, on voit bien que le changement climatique, ce n'est pas un problème de solution technique, ce n'est pas un problème physique non plus, hein. Les faits scientifiques, les bases scientifiques sont bien établis. C'est un problème politique. Donc c'est un problème de faire société, c'est un problème de relation au vivant, c'est un problème de relation au commun. Et le changement climatique nous impose plusieurs valeurs. Il nous impose en premier de la lucidité. Le déni de gravité du changement climatique aujourd'hui n'est plus une option. Il nous impose de l'honnêteté, parce que tout objectif raté, ou toute pensée magique, se traduit par des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires, et puis au final, des degrés de réchauffement. Il implique de la cohérence, c'est-à-dire qu'il ne faut plus raisonner en silo, il faut avoir une politique publique d'ensemble pour transiter vers ces modes de vie bas carbone. Il nous impose aussi du courage, c'est-à-dire qu'il faut savoir abandonner certains idéaux, certains développements que l'on avait envisagés et qui ne sont plus compatibles avec les enjeux actuels. Et puis il nous faut de l'éthique et de la solidarité, parce qu'on sait que sans justice climatique, sans réduction des inégalités, sans solidarité à la fois à l'intérieur d'un pays et à la fois entre les pays, sans cette solidarité-là, on n'arrivera pas à lutter contre le changement climatique, à maintenir le climat en dessous de 2 degrés et donc à limiter les risques associés au changement climatique. Bien, merci beaucoup Christophe pour tout ce partage d'expérience et pour nous avoir expliqué un peu tous ces enjeux qui sont derrière ces rapports du GIEC. Merci.